Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue parmi nous, à nouveau dans votre émission Horizon Intellectuel avec un nouvel épisode et un nouvel invité. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Monsieur Alami Abdelwahab. Monsieur Alami Abdelwahab, bonjour. Abdelwahid. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de vouloir participer à cet épisode de notre émission Horizon Intellectuel, Monsieur Abdelwahid. Le sujet qu'on a choisi... sur lequel on va parler ou duquel on va parler aujourd'hui, c'est l'enseignement informel, quelle pédagogie. Donc, Monsieur déjà Alami Abdelwahid, une petite présentation et après on commence avec les questions sur le sujet. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier, l'équipe de Al Mouaten TV pour cette invitation. Bien sûr, il ne fait pas de doute que ce sujet il est assez important vu l'actualité de la demande, de l'offre qu'il y a dans ce domaine de l'apprentissage de la langue arabe. Je crois qu'on débattra jamais assez sur que ce soit la réalité de cet enseignement ou bien aussi les perspectives. D'accord. On a choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui crée quand même une certaine polémique, un débat entre plusieurs gens qui s'intéressent à ce sujet, puisque j'ai reçu plusieurs questions et plusieurs remarques en me demandant de parler de ce sujet qui est un peu sensible. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est l'enseignement de l'arabe aux enfants ou aux jeunes belges d'origine maghrébine ou arabe. Est-ce un simple moyen de continuer la transmission d'une culture ? Parce qu'apparemment, il y a les parents qui veulent inscrire leurs fils et leurs enfants, je veux dire, dans des écoles ou des mosquées où on apprend l'arabe. Mais l'objectif primordial pour ces parents n'est pas seulement de parler à ce que leurs enfants puissent parler arabe, mais c'est beaucoup plus à une tentative de transmettre une certaine culture qui est la leur. Alors, il est vrai que l'intérêt principal par rapport à ce cours était toujours centré sur la préservation de l'identité culturelle, religieuse et l'utilisation de la langue arabe comme un lien ombilical avec les origines. Alors maintenant, permettez-moi de faire un peu, surtout, de contextualiser surtout l'émergence de ce genre de cours ici en Belgique ou en Europe généralement. Il faut bien sûr rappeler que l'apprentissage de la langue arabe n'a pas commencé avec surtout l'avènement de l'immigration ici en Belgique. Ce n'est que au fur et à mesure, avec l'installation de la première génération ici, une fois établis ici, une fois surtout ils ont procédé à ce qu'on appelle le regroupement familial, avec les enfants qui sont nés ici ou bien qui sont venus à un jeune âge ici, on a senti, et surtout lorsqu'on s'est rendu compte que je crois que le rêve du retour vers les pays d'origine, il est derrière nous. Alors, la question de la langue, de l'identité généralement, elle est devenue source d'angoisse chez les parents. C'est ce qui est tout à fait bien sûr naturel et normal et qui se trouve même, c'est pas seulement chez les musulmans et chez les maghrébins, mais aussi chez les autres communautés. Alors donc au départ il y avait un souci nettement et purement identitaire, c'est-à-dire on a vu que l'enfant passe 8 heures par jour à l'école publique et vu que l'école publique ne fournit pas un apprentissage de la langue maternelle qu'on croit qui était la langue maternelle. Or, dans ce cas, on va peut-être en revenir. C'est pas la langue arabe, c'est pas la langue maternelle de la majorité de ces enfants, de ces jeunes qui suivent ce cours d'arabe. Alors, on s'est dit, il faut absolument qu'on établisse qu'on essaye de ne pas, de les connecter avec leur langue et leur culture d'origine. Maintenant, par rapport à la question que vous avez posée, c'est-à-dire est-ce que
Est-ce que ça se limite seulement dans ce cas? Alors, ça veut dire vouloir transmettre une culture qui est l'original, soi-disant. Oui, oui, donc c'est le souci. C'est un souci, comme j'ai dit, une fois encore, tout à fait naturel. Et il se trouve chez toutes les cultures. Par exemple, ici en Espagne, je sais que ici en Belgique, il y a aussi des écoles là où, le mercredi après-midi, là où les jeunes issus de l'immigration espagnole, par exemple, vont à des structures, des ASBL, pour apprendre l'espagnol, pour parler espagnol et ainsi de suite. Et donc, ceci est vrai aussi pour d'autres communautés. Alors, bien sûr, ça va poser des problèmes et ça va poser des questions comme vous l'avez posé. Est-ce que c'est simplement centré sur le religieux, peut-être, aussi l'ethnique, hein, bien, vu que certains aussi parlent simplement de la langue, d'autres parlent, mais la majorité bien sûr parle de la religion. Alors ça, peut-être, je vais vous répondre une fois que si... oui, il y a des questions qui sont liées bien sûr. Liées par rapport à ça. La deuxième question, c'est faut-il se contenter d'apprendre que ce qui est seulement texte religieux? Pas d'art, par exemple, pas de poésie, pas de culture générale. Et pour moi, ça, c'est comme si les gens ont toujours cette idée de que cet espace qui est là, ça veut dire l'espace européen et l'espace belge et européen en général, c'est un espace du mal. Donc, il faut seulement se contenter d'apprendre ce qui est à nous, ce qui est original, et laisser tout ce qui vient de l'Occident pour l'Occident, vu que c'est un clash, c'est un conflit éternel entre le profané et le sacré, entre le bien et le mal. Faut-il pas, à votre avis, briser ce sceau maudit? Parce que c'est une façon de penser qui me semble un peu étrange. Alors il faut revenir une fois encore ici, surtout à l'histoire du commencement de ce genre d'enseignement. Alors, vu l'absence ou bien l'absence d'intérêt d'une politique officielle par rapport à ça, alors cet enseignement s'est établi surtout dans des structures de mosquées et des associations, que ce sont des structures vraiment très modestes, précaires et ainsi de suite. Donc là où on parle de plusieurs acteurs, surtout par exemple les enseignants, les organisateurs, ceux qui font les programmes. Alors la plupart bien sûr de ces gens-là qui s'adonnent à ce genre d'enseignement ne sont pas issus donc n'ont pas de formation dans le domaine. Alors les choses se font bien sûr dans le tâtonnement et dans on va dire l'improvisation. Alors, il n'y a pas une vision derrière la plupart des programmes qui sont dans ces écoles. Il n'y a pas une vision, on va dire, culturelle, pédagogique. Il n'y a pas de définition de quelles sont les compétences qu'on doit vraiment définir et apprendre et souligner dans le cadre de cet enseignement. Et alors, on est dans l'improvisation, et qui dit improvisation dit surtout ce souci surtout de on va dire de rester ensemble, se recroqueviller, d'essayer de protéger, d'être protectionniste par rapport à l'enfant. Alors, la chose la plus proche par rapport à ça, c'est la religion. Et alors, on va surtout donner des cours d'arabe et mélanger les compétences linguistiques avec des compétences qui relèvent surtout de l'éducation spirituelle et religieuse. Alors on enseigne la langue arabe comme si on va enseigner la religion. Or, c'est pas la même chose, bien sûr. D'où cette focalisation sur des thématiques, sur des choses qui sont à la base des thématiques qui sont très compliquées, qu'on ne peut pas vraiment enseigner à l'enfant de cette manière-là. En enseignant la langue, vous ne pouvez pas vraiment lui enseigner d'autres compétences qui relèvent d'une autre sphère d'enseignement. D'accord. C'est-à-dire l'enseignement de la religion, bien de l'éducation religieuse et spirituelle. Alors, une fois encore, ça revient surtout à l'histoire de cet enseignement. Là, si vous permettez surtout,
Alors, il y a deux types d'enseignement de langue arabe en Europe, généralement en Belgique. Il y a surtout l'enseignement qui a été mis en place par la collaboration des quelques pays d'origine et les pouvoirs en place. Par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle l'ELCO, l'école de langue et de culture d'origine. C'est un programme sont des conventions qui ont été signées entre le Maroc et la France, entre le Maroc et la Belgique, entre le Maroc et l'Espagne et l'Italie. Il y a presque... La Comédie française aussi, il a un programme qui s'appelle ELCO, langue et culture d'origine. Là où il y a presque 7 pays qui travaillent en collaboration avec la Communauté française pour dispenser d'un enseignement de langue d'origine dans les écoles publiques. Alors, je présume que ce genre d'enseignement ne souffre pas de ce genre de problème dont vous avez soulevé. C'est-à-dire, là, on se contente d'enseigner la langue. Via la culture, via la littérature. Bon, on peut débattre de la réalité de cet enseignement, mais il est minoritaire, il constitue plus ou moins 15-20% de ce qui... Dans ce cadre, le Maroc a envoyé des enseignants de langue depuis les années 80 et qui sont... dispatchés, qui donnent cours ici et là dans des écoles publiques françaises ou bien dans des écoles publiques ici en Belgique. Le constat n'est pas vraiment aussi de ce enseignement. En lisant quelques travaux sur ce genre d'enseignement, le constat n'est pas, on va dire, très optimiste. Ouais. Ce genre d'enseignement, et là, c'est ses problèmes. Alors, le deuxième type d'enseignement, c'est l'enseignement privé. Il est à 80%, et c'est l'enseignement qui est disposé dans les mosquées, surtout dans les associations. Et justement, c'est ça ce qu'on appelle informel. Voilà, informel. Et cet enseignement, il souffre de ce genre de problème, vu, comme j'ai dit, primo, les enseignants ne sont pas formés, la plupart, 95% des enseignants n'ont pas la formation, ni la formation linguistique, ni pédagogique. S'ajoute à ça surtout la non-pertinence des locaux, là on donne cours. S'ajoute à ça l'absence des programmes, l'absence des compétences vraiment d'une étude approfondie de quelles compétences. C'est ça le problème, parce que je me rappelle en parlant de ce point, je me rappelle que j'avais une certaine discussion avec un petit débat avec une personne dont je ne veux pas citer le nom, mais on parlait justement de lorsque les parents, par exemple, prennent leurs enfants à une mosquée pour apprendre l'arabe, c'est notamment pour apprendre le Coran, et ça s'arrête là. L'incident qui est arrivé à cette personne, elle me racontait, elle m'a dit, un jour, il y a un père qui est venu avec ses 2 fils, il a demandé à l'enseignant, c'est un enseignant qui est vraiment, moi je le connais en personne, c'est un enseignant très qualifié, pédagogue et tout. Il a dit, moi je veux que vous appreniez à mes fils le Coran, je veux pas d'art, je veux pas de poésie, je veux pas. Ça, c'est vraiment, ça choque quand même, parce que bien sûr, ces gens-là, ils n'arrivent pas à comprendre que l'art, c'est quelque chose quand même qui est très intéressant, ça domestique l'âme. C'est aussi un appauvrissement. Il faut revenir aussi à l'expérience allemande après la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'art qui a quand même contribué à la reconstruction de l'Allemagne, à la reconstruction aussi du Japon. Alors, pour nous, tout ce qui est art, poésie, culture générale, c'est du profané. C'est à la fois un appauvrissement de l'héritage culturel arabo-musulman. Dire ça, c'est comme si vous êtes en train de dire, dans la civilisation islamique, il n'y avait pas d'art, il n'y avait pas de poésie. Il n'y a pas actuellement d'art, il n'y a pas de poésie. Oui. Or, dans tous les ça a toujours été présent. Et c'est toujours encore présent. Et en plus, ça appauvrit aussi le bagage que vous allez transmettre
à l'enfant, même dans un cursus purement religieux dans le monde musulman, on enseigne la littérature et on enseigne la poésie. Il y en a bien sûr des universités religieuses ou autres qui enseignent aussi l'art et autre chose. Oui. Donc, dire ça, vraiment, c'est un appauvrissement. C'est dommage, c'est un appauvrissement à la fois de l'image qu'on donne sur l'héritage arabo-culturel musulman, culturel arabo-musulman, et un appauvrissement du bagage qu'on transmet à l'enfant. Moi, j'avais une petite expérience dans ce contexte. Lorsque j'ai enseigné pas mal, que ce soit au centre islamique ou bien d'autres écoles, l'arabe pendant des années, et moi, je prenais des séquences de poésie de Marcel Khalifa, chantées par Marcel Khalifa, dites par des poésies de Mahmoud Darwish, tout ça, et j'enseignais aux enfants à travers la musique de Marcel Khalifa. Oui. Et ça marchait très bien. Des belles paroles quand même. Des belles paroles. J'ai eu des réactions. La plupart des parents, ça va, n'ont pas réagi. Ils ont aimé que le fait les enfants apprennent la poésie de cette manière très pédagogique, voilà, je veux dire simple. J'ai eu des réactions sur on va dire l'utilité, voire comme vous avez dit, la plupart viennent avec un objectif. Alors là, les objectifs, l'objectif que ce soit des parents ou bien l'objectif de l'école parfois, et c'est vraiment flou. Qu'est-ce qu'on veut lorsqu'on amène cet enfant apprendre l'arabe? Est-ce qu'on veut faire de lui un savant comme Abu Hanifa ou bien Shafi'i? Ceci est impossible, réel, d'un point de vue réaliste. Ce n'est pas 2 heures, bien 3 heures, bien voire 4 heures de l'école arabe qui va faire de lui. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut lui enseigner l'arabe parlé ou bien l'arabe écrit? Parce que tout ça se mélange dans ce genre de programme. Mélanger donc les deux compétences, c'est risqué pour l'apprentissage. Dans l'enseignement des autres langues, il y a une distinction nette sur ce qu'on veut. Est-ce qu'on va apprendre vraiment la langue parlée pour faire des conversations, pour pouvoir communiquer, ou bien apprendre la langue écrite? Et souvent, pas souvent, mais toujours, il y a une confusion, que ce soit chez les enseignants, que ce soit chez les établissements eux-mêmes, entre ces deux objectifs. Donc, Monsieur Alami, le troisième point, on vient juste d'en parler déjà, il y a ce phénomène de se contenter seulement du texte religieux et apprendre seulement des sourates, des hadiths, comme on dit, sans même expliquer de quoi il s'agit. Et si on adopte cette approche, on va finalement se trouver face à un problème d'investissement des acquis. Et là, à savoir notamment, je parle des valeurs, de l'éthique, de la morale, etc. N'est-ce pas l'essence de l'existence humaine? Apprendre à aimer, à vivre ensemble, à respecter, à interagir, entrer en dialogue avec l'autre. Parce que je prends l'enfant à la mosquée pour apprendre, on lui apprend bien sûr des sourates, des hadiths, des sourates la plupart du temps, mais sans par exemple expliquer, consacrer un certain temps pour expliquer un peu quand même le minimum de quoi il s'agit. Et l'essence du Coran, à mon avis, c'est aussi apprendre tout ce qui est éthique, tout ce qui est moral, toutes les valeurs humaines comme on dit, mais ça c'est absent dans l'enseignement. À votre avis, est-ce que c'est pas un danger? Il y a plusieurs éléments là-dessus. Tout d'abord, lorsqu'on essentialise la langue arabe, lorsqu'on enseigne simplement la langue arabe via des textes religieux, Coran ou bien hadith. C'est-à-dire, déjà on inculque chez l'enfant que la langue arabe c'est une langue religieuse. C'est vrai. Or, personne, même parmi les savants, parmi les intellectuels arabo musulmans, ne dit que l'arabe c'est une langue religieuse.
D'ailleurs, une langue religieuse n'existe pas. Toute langue, c'est une langue tout d'abord pour communiquer, pour communiquer, pour comprendre le monde, pour avoir le contact avec le monde extérieur. Donc, lorsque l'élève déjà, l'enfant déjà, donc on lui inculque que c'est une langue liturgique ou bien religieuse, si on se contente simplement à lui enseigner de cette manière. Deuxième chose, c'est que même s'agissant de l'enseignement de quelques textes religieux et ainsi de suite, les enseignants ne sont pas formés pour ça. Ils ont ni vraiment formation, certificat pédagogique, ni une formation dans la manière par laquelle on présente les thématiques religieuses. Question théologie. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas, par exemple, de réciter pour l'enfant les 5 piliers de l'islam. Mais l'enfant, il a des questions. Il pose des questions. Et c'est là que les dégâts commencent. Il y a certains enseignants, en répondant à l'improviste, donc à l'enfant, qu'on croit bête, ou bien qu'on croit... or, l'enfant, il est très intelligent. En répondant d'une manière à l'improviste, on fait des dégâts. Et parfois même, on se prononce comme mufti. L'enseignant se prononce comme mufti d'une manière donc spontanée. Et voilà, donc il y a des dégâts sur plusieurs échelles. L'appauvrissement de l'image de la langue arabe, c'est-à-dire c'est comme s'il est réduite dans le contexte religieux. En plus, le religieux lui-même, il est réduit. Il est réduit à des textes d'adoration, ibadat et ainsi de suite. Or, le religieux, donc il y a des choses dans les sciences religieuses qui sont très intellectuelles, esthétiques et ainsi de suite. Donc, on inculque, comme j'ai dit, des choses qui sont pas, qui font pas partie même de la culture arabo-musulmane comme elle est répandue dans le monde arabe. Le quatrième point, je pense que c'est l'avant-dernier, c'est en parlant des mosquées, endroit où on apprend à ces enfants la langue arabe, mais la plupart du temps, comme on vient de dire, par le biais des textes religieux. Est-ce que vous ne pensez pas que ces endroits de culte ou ces espaces de culte deviennent de plus en plus des espaces pour écrire quoi que ce soit sur ce qu'on appelle tabiola rasa ou table rase? C'est-à-dire les enfants, on les prend pour juste un papier blanc, on écrit ce qu'on veut dessus, et voilà, on lâche. Là, il faut encore... ça, c'est aussi un problème réel. Peut-être maintenant, je ne nie pas qu'il y a maintenant des structures associatives, voire même des mosquées qui font l'effort d'appeler à faire appel à des spécialistes pour essayer de remédier à tout ça. Mais bien sûr, ça existe. Là surtout, l'enseignant qui ne connaît pas très bien parfois la réalité culturelle, sociale du pays, surtout s'il est par exemple fraîchement établi ici, alors il va bien sûr se comporter avec l'élève comme s'il était son cerveau est une page blanche qu'il faut remplir avec des informations. C'est comme si cet enseignant a une mission. Voilà. Or, si cet enseignant, bien sûr, ou bien l'école généralement prend en considération la culture que l'enfant a dans sa propre école publique quotidiennement, et essayer d'apprendre des choses, d'enseigner, de faire un programme qui va en harmonie avec ce que l'enfant reçoit pendant l'école, parce que en fin de compte, je ne crois pas qu'il y a incompatibilité entre les deux cultures. Comme vous l'avez dit, on peut vraiment enseigner des choses qui relèvent aussi de la citoyenneté, qui relèvent de la culture générale, des valeurs culturelles communes, l'éthique, qui sont en commun avec tout le monde. Et la langue arabe, elle est capable d'être enseignée et de transmettre ces valeurs, elle aussi. Ça, un autre élément,
On oublie aussi qu'il y a par exemple parfois en France, peut-être en Belgique moins, en France ou bien à Londres, ou bien il y a des citoyens belges, français, anglais, arabes d'origine chrétienne. Alors si ces structures-là s'ouvrent à ce genre d'enseignement, alors là, on n'aura pas, par exemple, des écoles pour musulmans, des écoles d'arabes pour chrétiens, comme il est le cas, par exemple, à Londres actuellement. Donc, alors, on n'arrive même pas ici à être un rassembleur entre arabes. Hein? C'est-à-dire, il y a toujours entre arabophones, je veux dire. Cette politique de division, de séparation. Ah, oui. Alors, mais c'est par méfie, c'est plutôt par méfie, c'est quoi, par crainte? Il y a bien sûr cet instinct de recroquevillement sur soi, vu comme réaction parfois à ce qu'on croit, par exemple, comme valeur véhiculée dans l'école publique. Alors on est parfois méfiant de ce qu'on ne connaît pas, ou bien de ce qu'on croit que l'école publique elle est en train d'inculquer à l'enfant, alors comme si on voulait vraiment l'arracher à un moment donné de cette école pour lui donner donc d'autres valeurs. Or, à mon avis, une fois encore, il ne doit pas y avoir incompatibilité entre... Je peux par exemple même enseigner, si bien sûr à un moment donné, enseigner, comme vous l'avez dit, des poésies, tout ça, mais pourquoi pas des textes d'auteurs belges traduits en arabe. Comme ça, donc, l'enfant peut-être sentira qu'il est dans le même bain culturel, mais il est en train d'apprendre des choses avec une autre langue. Mais il est dans le même bain de valeurs et bain culturel et dans la même sphère de valeurs. Parce que, est-ce qu'à votre avis, l'enfant n'a pas cette impression qu'il est en train d'aller à cette mosquée pour apprendre l'arabe, bien sûr, via les textes religieux, mais à un certain moment, il commence à se poser des questions. Pourquoi j'apprends ça? C'est quoi l'utilité? Alors que, voilà, je vis en Belgique, j'ai une langue. C'est quoi? Est-ce que ce n'est pas un risque qu'il y aura à l'intérieur de cet enfant un conflit quand même culturel? Oui, les choses se posent actuellement comme ça. Alors, c'est ce qui explique qu'il y a maintenant, dès l'âge de 15 ans, l'âge de 16 ans, vous avez les élèves qui fréquentent ces écoles, donc ils commencent à trouver 1000 excuses, 1000 alibis pour ne pas, voilà, ou bien avec des commentaires comme par exemple, on voit toujours la même chose, alors ou bien je ne comprends pas, et ainsi de suite. Alors il va encore ici... je ne dis pas qu'il faut... on peut tout à fait, bien sûr, lui enseigner les valeurs spirituelles de l'islam, la religion, mais il faut vraiment... Oui, une vraie pédagogie inclusive, c'est-à-dire, on va dire, qui inclut les autres valeurs ici. Ce n'est pas inclusif par rapport aux personnes, mais par rapport aux valeurs. C'est-à-dire aussi une pédagogie ouverte, que tout le monde maintenant essaye de mettre en avant. Alors malheureusement, je constate que la plupart des écoles sont tout à fait à la marge de développement qu'il y a dans les outils pédagogiques et les visions didactiques et ce qui se fait dans la sphère de la psychologie d'éducation et ainsi de suite. D'accord, parce qu'il y a un certain risque, à un certain moment, parce qu'on n'arrive pas à fournir les bons outils pour réfléchir et oser chercher et trouver des réponses chez ces jeunes, ces enfants. Même si des fois il va dire, ce sont des enfants, comment veux-tu que je lui apprenne comment réfléchir, Mais certainement, si vous étiez vraiment un pédagogue, vous aurez pu trouver une solution et une méthodologie, des approches pour lui apprendre à cette personne comment utiliser ou investir déjà ces acquis théoriques que vous lui avez appris. Et il y a tout ce qui est dit par l'enseignant est pris pour une vérité absolue et non négociable. Est-ce qu'on a peur du développement de l'esprit critique et analytique chez les jeunes?
Parce que apparemment, en lisant par exemple, rahimahullah, Sayyid Aboul Qasim Hamad, Cheikh Aboul Qasim Hamad, qui dit que c'est un point très intéressant. Il dit que encourager la personne à penser dans les sociétés arabo-musulmanes, c'est comme si on encourage à briser un tabou qui est déjà utilisé son cerveau pour sortir d'un certain, si j'ose l'appeler ou le libeller, une boîte noire. Donc, est-ce que pour vous, ce n'est pas... Malheureusement, ce qui se fait dans ce genre de structure est loin de ce souci-là, dans la mesure, il faut encore que ni la formation des enseignants, ni les lieux, ni la vision globale de l'établissement ne le permet. On est dans un bricolage pédagogique et bricolage intellectuel qui ne permet pas cette vision. Alors, on est dans la vision classique, l'élève est là pour qu'on lui vraiment... il faut lui remplir le crâne par plusieurs informations, même s'il l'apprend d'une manière mécanique. Et voilà, peu importe qu'il comprend ou pas, l'essentiel qu'il est là, il est en train d'apprendre des choses et de réciter et de mémoriser. On est loin de tous les acquis, on va dire, de la pédagogie moderne qui inculque ce genre. C'est comme si, je ne sais pas, mais est-ce que vous ne pensez pas, c'est qu'on est en train de, si ces gens adoptent cette approche, ça veut dire juste, comment on dit, remplir ces jeunes de tout ce qui est religieux, ça veut dire juste les textes, sans l'essence des textes. C'est comme si tu es en train d'enlever l'âme. Voilà, il faut un cours, c'est-à-dire d'apprendre la langue arabe comme une langue liturgique. C'est-à-dire liturgique dans le sens que c'est une langue simplement pour ta'abbud, c'est-à-dire pour simplement le rituel, pour pratiquer le rituel. Ça inculque ceci, bien sûr. Ouais. Lorsqu'on lui apprend simplement la langue arabe à travers des textes coraniques, prophétiques et ainsi de suite, on lui inculque cette vision. Et alors, par exemple, je vois ça, des élèves, lorsqu'ils voient des livres, beaucoup de livres, en arabe, surtout en arabe, ils vous disent « Ah, monsieur, tout ça, c'est du Coran ». Alors, pour eux, un livre écrit en arabe, c'est un Coran. Alors, quel appauvrissement, bien sûr, de la vision de la langue arabe. Le Coran, oui, c'est le livre fondateur de la civilisation islamique. Mais lui-même, il a incité pour le Coran lui-même, c'est lui qui a incité pour le développement de toutes ces civilisations. Oui, le problème, c'est ce que vous venez juste de dire, c'est que c'est comme une sorte de double peine. Nous sommes en train d'enlever l'âme du Coran, qui est tout ce qui est, comme je t'ai dit, valeurs, éthique, morale et tout, d'un côté, et aussi de rendre la langue arabe plus pauvre, alors qu'elle est très riche, elle a une certaine esthétique qui dépasse l'imagination. Oui, ça, c'est la réalité. Malheureusement, c'est la réalité de... ceci étant dit, comme j'ai dit, pour être objectif, il y a maintenant des efforts. Il y a des efforts, il y a des écoles même il y a des mosquées qui font appel à des pédagogues, à des spécialistes. Ils essayent, bien sûr, parfois même dans la difficulté, c'est-à-dire en conflit avec les parents qui, la plupart, sont encore dans la vision classique. Moi, j'amène mon fils pour apprendre ceci, c'est-à-dire les parents se réjouissent lorsqu'ils entendent l'enfant en train de réciter mécaniquement des textes et ainsi de suite. Mais bon, il ne se pose pas cette question, comme vous l'avez dit, la question de comprendre, la question d'avoir un esprit surtout critique et un esprit d'ouverture par rapport à ce qu'il apprend. Oui, déjà, on va saisir cette occasion pour parler. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'initiative prise par le CEOM, le Conseil européen des oulémas marocains, vis-à-vis de la formation, vis-à-vis des imams.
il y a je pense un partenariat avec l'Institut Goethe en Allemagne. Goethe. Oui, voilà, où plusieurs imams sont formés en Allemagne. Ils apprennent la philosophie, l'art, tout ce qui est en tout cas pour développer une certaine façon de raisonner, de penser, de cogiter. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que ça va quand même, c'est une initiative qui reste minime par rapport à... J'en ai entendu parler, je n'ai pas vraiment une connaissance approfondie du dossier, mais comme vous l'avez dit, ça ne peut être que bénéfique, bien sûr. Ouais. Ça va dans le sens de ce que je dis tout à l'heure. Il faut apprendre à apprendre en cohésion et en cohérence avec les valeurs communes, les valeurs qui sont le commun de tout le monde. Ouais. Parce que, bien sûr, tout le monde s'accorde à dire, bien sûr, que être musulman, avoir une personnalité musulmane, avoir des valeurs musulmanes ne contredit en rien les valeurs qui sont les valeurs de ce pays, la Belgique par exemple, ou bien de l'Allemagne, ou bien de la France. Alors, il faut aussi que l'apprentissage de la langue arabe, de la culture arabo-musulmane, soit en cohérence avec ce principe. Je ne dis pas une chose extraordinaire. Je dis que tout le monde croit théoriquement, mais dans la pratique, c'est l'improvisation. Parce que le contexte européen impose quand même des réalités avec lesquelles il faut négocier. Il faut vraiment, trouver des solutions quand même. Même si ce sont des solutions qui ne sont pas... qui vont pas donner des résultats à court terme, mais à long terme. Donc il faut quand même prendre l'initiative et agir afin quand même de diminuer les dégâts. Mmh. Loin de là, oui, la Communauté européenne, donc il exerce parfois directement ou indirectement des pressions sur ce genre d'initiative. Mais je dis, moi, loin de là, moi, personnellement, depuis mon arrivée ici en Belgique, j'ai trouvé dommage en ayant, par exemple, une formation dans la littérature arabe et tout ça, j'ai trouvé dommage qu'il n'y a aucun intérêt par rapport à tout cet héritage culturel littéraire arabe, ancien ou bien moderne, que ce soit dans les mosquées ou bien ailleurs. Il y a une pauvreté totale. Alors, j'ai dû, depuis le début, mettre tout mon intérêt à la littérature de côté. Il n'y a pas... Donc, ici, alors, j'ai compris que, voilà, la demande, elle va dans un seul sens, un sens très réduit, très réducteur de ce qu'est la culture arabo-musulmane. Malheureusement, c'est la réalité. La dernière question, M. Alami, c'est par rapport aux enfants. Comment peut-on arriver à attirer les enfants à aimer l'apprentissage de la langue arabe dans les mosquées? Parce que il faut savoir que c'est une activité de plus. Parce que les enfants passent la plupart de leur temps à l'école de lundi à vendredi. Alors que le week-end, c'est pour des activités, de récréation, de distraction. Et il se trouve qu'ils passent aussi 4 heures, entre 2 heures à 4 heures le week-end dans les mosquées afin d'apprendre l'arabe. Donc, ça peut leur mettre en malaise. Par exemple, techniquement parlant, j'ai toujours dit, depuis le premier jour ici, j'ai dit que déjà... Par exemple, le mercredi, il faut écarter l'apprentissage de la langue arabe ou bien de quoi que ce soit. Parce que le mercredi, déjà, c'est une demi-journée pour le repos de l'enfant. Alors déjà, l'occuper à cette heure-ci. Et j'ai vu comment aussi l'apprentissage et l'enseignement se déroulent. C'est vraiment donc sans aucun résultat. C'est vraiment, ça va à l'encontre de tout objectif d'apprendre quelque chose ou bien d'enseigner quelque chose. L'enfant est fatigué, c'est l'après-midi. Déjà, à l'école publique, on souffre de l'enseignement de l'après-midi. Il y a toujours, l'après-midi, l'enfant n'a pas toutes ses compétences, ses capacités intellectuelles et ainsi de suite. Alors, le charger
une fois encore plus le mercredi après-midi. Alors venons au samedi dimanche, oui, on peut bien sûr, mais il faut aussi être réaliste et modéré. Et c'est pas, il faut vraiment chasser de l'esprit le fait que plus qu'on occupe l'enfant à apprendre la langue arabe, plus il va apprendre, plus qu'il a un bagage de langue. Ce n'est pas vrai. Parce que il suffit pas qu'il soit là, qu'on va dire à la fin, il est en train d'apprendre. Il faut encore, rappelons ce qu'on a dit sur les structures de ces associations, de ces mosquées, la formation, tout ça, parfois joue un rôle négatif dans l'apprentissage. En fait, il n'y a pas d'apprentissage. Ceci étant dit, pour attirer surtout l'enfant, il n'y a pas. Tout d'abord, il faut souligner quelles sont les finalités de cet enseignement. Juste la plupart, je vais vous dire, presque il y a 40 ans ou bien 35 ans d'enseignement de langue arabe ici en Belgique et en Europe généralement, rares sont les colloques qui sont organisés pour répondre simplement à cette question. Quelles sont les finalités de l'apprentissage de la langue arabe dans ce genre de structure? Quasiment absent. Oui, alors, comme je vous ai dit, il y en a qui s'imaginent que dans ce genre de structure, on va former des enfants qui vont être des imams, ou bien des littérateurs, ou bien des gens qui comprennent parfaitement ce qui se dit dans les chaînes arabes. C'est impossible. Il faut être réaliste quand même. Alors, il faut être modeste même dans les finalités. Et précis. Modeste, et clair et précis. Alors, ces finalités ne sont pas définies. Deuxième chose, il faut en finir avec l'amateurisme. Avec l'amateurisme. C'est-à-dire... Vraiment des pédagogues. Oui, de faire appel à des spécialistes, de faire appel à des enseignants qui sont formés, ou bien ils sont disponibles à être formés. Je sais ce que je dis ici, oui, loin de la réalité. Je suis en train de hausser la barre des attentes. Mais ce sont des solutions qui sont... solutions. Choisir des méthodes ludiques et pédagogiquement vraiment attirantes pour l'enfant. Il faut plus que de ludicité qu'il y a dans les écoles publiques, parce que là, comme vous avez dit, c'est un troisième temps pour l'enfant qu'on lui arrache. Alors il faut qu'on lui arrache pour des bonnes raisons. Vraiment, donc il faut savoir l'attirer, voilà, il faut lui donner envie. Voilà, il faut l'attirer à quelque chose qu'il va aimer, et pas quelque chose qu'il va toujours sentir qu'il est contraint de le faire. Alors voilà, ce sont, je crois, les conditions qu'il faut essayer d'établir pour un bon enseignement de la langue arabe. Donc, Monsieur Abdelwahid Alami, merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Je me réjouis de votre présence aujourd'hui avec nous, et ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous. Merci. Et de débattre un sujet qui est très intéressant. Peut-être qu'on aura l'occasion de le débattre plus profondément prochainement, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ainsi nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous invite de visiter notre site web www.almuatin.com, et aussi n'hésitez pas de visiter notre page Facebook, notre page YouTube, ainsi que notre page Twitter. N'hésitez pas d'y poster vos commentaires, que ce soit des critiques, des remarques, ainsi que des propositions. Merci beaucoup pour votre attention, et à la prochaine.